Avez-vous déjà senti qu'un geste minuscule, presque invisible, pouvait cacher une vérité que personne ne voulait voir? En mars 1943, au cœur d'une cour intérieure de Lyon occupée, une jeune domestique de 22 ans pose pour une photographie qui semble ordinaire. Pourtant, quelques heures plus tôt, un message dangereux a glissé dans son panier de linge. Un message capable de sauver ou de condamner 37 personnes cette nuit-là. Pendant des décennies, personne n'a compris ce qu'elle transportait vraiment ce jour-là, ni pourquoi elle regardait vers le bord du cadre, comme si quelque chose d'essentiel menaçait de s'effondrer autour d'elle. Et ce n'est qu'une génération plus tard qu'un détail oublié refera surface, bouleversant l'histoire officielle de cette famille lyonnaise. Aujourd'hui, dans cette narration dramatisée inspirée de notre réalité, je vais vous dévoiler ce qui s'est réellement joué dans l'ombre de cette photo, et pourquoi son secret n'a été compris qu'à retardement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, et de dire dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Votre soutien permet à ces récits humains et sensibles d'exister, surtout quand ils portent des leçons profondes que notre monde oublie parfois. Lyon, mars 1943. Cette photographie en noir et blanc montre une famille bourgeoise posant dans la cour intérieure de leur maison. Mais regardez bien la femme à gauche, presque hors du cadre. Cette domestique de 22 ans tient un panier de linge sale qui cache le secret le plus dangereux de Lyon. Un secret qui, dans 3 minutes, décidera si 37 personnes vivront ou mourront cette nuit-là. Son nom est Claire Duvaux. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi elle sourit sur cette photo alors qu'elle sait que la police viendra la chercher dans 72 heures. Cette photographie a été retrouvée dans les archives municipales de Lyon en 1974, lors d'une exposition sur l'occupation. Pendant 30 ans, personne n'avait remarqué ce détail. Dans le panier de linge que Claire tient contre sa hanche, une couche est pliée 2 fois de plus que nécessaire. À l'intérieur se trouve un message qui sauvera des dizaines de vies. Mais Claire ne le sait pas encore. Ce sera aussi le message qui détruira la sienne. Revenons 6 mois en arrière. Claire arrive à Lyon en septembre 1942, envoyée par sa famille d'un petit village de paysans dans l'intérieur. Son père est prisonnier de guerre quelque part en Allemagne. Sa mère s'occupe seule de 2 enfants plus jeunes. Envoyer Claire comme domestique à la ville, c'est une bouche de moins à nourrir et un salaire minimum à recevoir. 200 francs par mois, quand 1 kilo de pain en coûte 15. La maison des Delorme n'est pas un palais, mais pour Claire, c'est un autre monde. Monsieur Armand Delorme possède une boulangerie dans le quartier. Pas riche, mais avec des liens, des fournisseurs, un accès à des produits que beaucoup ne voient plus depuis des mois. Du vrai café parfois, des œufs, du savon qui ne sent pas la cendre. Claire dort dans une chambre minuscule derrière la cuisine, à côté du garde-manger. 2 mètres carrés sans fenêtre, juste un lit étroit et un coffre en bois pour ses 3 robes. Elle se réveille à 5 heures du matin, avant tout le monde. Nettoie les cendres du poêle, prépare le petit déjeuner, lave les planchers, frotte le linge, sert les repas, range, recommence. Elle ne s'assoit jamais à table avec la famille. Elle mange debout près du fourneau quand il reste quelque chose. Souvent, ce sont les restes froids du déjeuner, mangés rapidement entre 2 tâches. Ses mains sont déjà crevassées, rouges, avec des petites plaies qui ne guérissent jamais complètement à cause de l'eau froide et du savon dur. Madame Madeleine Delorme n'est pas cruelle. Elle paie le salaire à temps. Elle donne parfois un vieux manteau ou des chaussures dont Solange, sa fille de 16 ans, ne veut plus. Mais Claire reste invisible dans les conversations. On parle au-dessus d'elle. On décide sans elle. Elle fait partie des meubles. Monsieur Delorme aime plaisanter aux dépens des domestiques. Un matin, alors que Claire se penche sur la bassine pour frotter des cols de chemise, elle éclabousse accidentellement son propre tablier. Armand rit fort. Il appelle sa fille. « Solange, viens voir. Une bonne trempée ne sert plus qu'à laver davantage. » Il rit encore. Claire sourit, un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Elle a appris à sourire quand on se moque d'elle. Solange, 17 ans, regarde la scène avec un malaise grandissant. Elle voit les doigts abîmés de Claire. Elle sait que la jeune femme ne sort presque jamais, qu'elle n'a jamais été au cinéma,
qu'elle n'a même pas droit à un dimanche entier de repos. Et en même temps, Solange se sent coupable d'avoir des livres, des cours de piano, des rêves d'université. Elle préfère ne pas trop y penser. Ce qui change tout, c'est la blanchisserie publique du quartier. Claire s'y rend les lundis et jeudis avec le linge sale des Delorme. C'est là qu'elle rencontre Lucie Moreau, une blanchisseuse plus âgée, aux bras forts et au regard perçant. Entre les seaux et les bacs de ciment, quand l'eau chaude coule et que la vapeur monte, les femmes parlent à voix basse. Lucie remarque la discrétion de Claire. Elle découvre qu'elle travaille pour les Delorme, connus pour maintenir de bonnes relations avec les Allemands, afin de protéger leur commerce. La boulangerie fournit du pain aux soldats de l'occupation. C'est risqué de parler à cette fille, mais Lucie a besoin de quelqu'un comme elle. Quelques semaines plus tard, Lucie teste une limite. Elle donne à Claire un petit ruban rouge, lui demandant de le coudre discrètement dans l'ourlet d'un drap et de le livrer à la famille d'un médecin qui habite 2 rues au-dessus des Delorme. C'est un code. Des maisons avec du linge marqué de la même couleur et du même motif font partie d'un réseau qui échange des informations sur les rafles, les arrestations, les disparitions. Rien d'écrit, rien qui puisse être saisi. Juste des signaux convenus et des horaires précis. Claire hésite. Elle a peur. Elle pense à sa mère, à ses frères, mais elle pense aussi à la faim qu'elle voit grandir dans la rue et au gaspillage dans la poubelle de la grande maison. Elle accepte. Avec le temps, les rubans deviennent des plis spécifiques, des nœuds dans le cordon du tablier, des torchons passés 2 fois sur le fil à linge d'une certaine fenêtre. Le linge sale des Delorme part à la blanchisserie en portant des messages. Il revient avec des avertissements sur des inspections, des changements de route, des personnes en danger. Claire accepte ce rôle, non pas comme une héroïne, mais comme quelqu'un qui sent le poids de voir trop de choses. Elle sait que si elle est découverte, aucun beau discours ne la sauvera. Mais elle sait aussi que personne ne remarque vraiment la domestique qui monte et descend les escaliers avec des bassines dans les mains. Un jour, en apportant des draps repassés au grenier, Claire entend un bruit étouffé derrière une armoire adossée au mur. La porte, mal fermée, laisse échapper un chuchotement d'enfant. Elle pousse avec précaution et découvre un garçon de 8 ans, aux yeux immenses, serrant un ourson de tissu très usé. Il se présente comme Benoît. Il dit que sa mère a dû partir et que tante Madeleine lui a demandé de rester silencieux ici, dans le noir, chaque fois que quelqu'un d'étranger entre dans la maison. Peu à peu, Claire comprend. Benoît est le cousin des enfants Delorme, fils de la sœur cadette de Madeleine, marié à un avocat juif de Paris qui a disparu quelques mois plus tôt. La nouvelle a circulé par les murmures, persécutions, arrestations, train. Armand a accepté de cacher l'enfant non par altruisme, mais par commodité. Il avait peur d'être accusé de délation par sa propre famille. En même temps, il joue des 2 côtés. Pour les voisins et les autorités, il est un citoyen loyal qui collabore avec la fourniture de pain aux Allemands. À la maison, il ferme les yeux sur ce que sa femme fait dans le grenier, tant que cela ne menace pas son commerce. Quand Claire découvre Benoît, un lien silencieux s'établit. Elle commence à séparer un peu plus de soupe le soir, un morceau supplémentaire de pain dur, et les monte cachés dans le même panier où elle porte les draps. Un jour, sans réfléchir, elle place dans la main de l'enfant un petit tissu plié avec une marque que seules les femmes de la blanchisserie reconnaîtraient. C'est la première fois que ces 2 réseaux se touchent. Mais tout devient plus dangereux. Le réseau de la blanchisserie commence à subir des pressions. Une des femmes est arrêtée par la police française. Des rumeurs circulent. Quelqu'un a trop parlé. Lucie prévient Claire. Il y a des informateurs infiltrés. Tout mouvement étrange sera surveillé. En même temps, un officier allemand commence à fréquenter la boulangerie des Delorme. Il remarque la routine de la maison, les allées et venues de la domestique, la façon dont elle sort toujours aux mêmes horaires avec le linge. Un policier français local, l'inspecteur Carrel, se montre également intéressé. Pas exactement par patriotisme, mais par opportunité d'avancer dans sa carrière. C'est ce matin de mars 1943 que tout bascule. Claire vient de recevoir de Lucie le message le plus dangereux jusqu'à présent. Une rafle massive est prévue pour cette nuit dans le quartier juif. Elle doit avertir Madeleine immédiatement pour déplacer Benoît.
Mais Armand est à la maison. Le photographe arrive. Sortir maintenant attirerait l'attention. Lyon sous l'occupation ressemble à une ville qui retient son souffle. En ce mois de mars 1943, les rues sont presque vides après 20 heures. Le couvre-feu est strict. Des affiches en allemand et en français sont placardées sur les poteaux. Ordre, interdiction, menace. Les fenêtres doivent rester sombres la nuit, avec des rideaux épais pour ne laisser filtrer aucune lumière. Les files d'attente commencent à 5 heures du matin devant la boulangerie, pour du pain qui s'épuise à 7 heures. Les archives municipales de l'époque montrent que les prix ont explosé. Un œuf coûte le salaire d'une semaine pour une domestique comme Claire. Le café est remplacé par de la chicorée. Le savon est fabriqué avec des cendres. Les gens portent des vêtements rapiécés encore et encore. Pour Claire, cette ville est un labyrinthe de peur. Chaque bruit de bottes sur le pavé fait battre son cœur plus fort. Chaque regard d'un soldat allemand la fait baisser les yeux. Elle a appris à devenir encore plus invisible qu'elle ne l'était déjà. Mais il y a une loi non écrite dans cette ville étranglée. Dénoncer ou mourir. Les voisins se surveillent, les familles se divisent. Et Claire commence à comprendre que sa propre famille fait partie d'un système qu'elle ne peut plus ignorer. Un soir de février, 3 semaines avant la photographie, Claire découvre quelque chose qui change tout. En nettoyant le bureau d'Armand, elle trouve une lettre cachée sous un buvard. C'est une correspondance avec un fournisseur allemand, négociant des livraisons de farine en échange d'informations sur certaines familles du quartier. Les mots sont prudents, codés, mais le sens est clair. Armand collabore activement. Claire remet la lettre exactement où elle l'a trouvée. Ses mains tremblent. Elle pense à Benoît dans le grenier. Si Armand trahit des familles entières pour de la farine, combien de temps avant qu'il ne sacrifie l'enfant caché dans son propre grenier pour sauver son commerce? Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle fixe le plafond sombre de sa chambre minuscule. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ressent non pas de la peur, mais de la rage. Une rage froide contre son père qui l'a vendu comme domestique. Une rage contre Armand qui rit de ses mains crevassées. Une rage contre ce monde qui fait d'elle un fantôme. Le lendemain, à la blanchisserie, elle raconte tout à Lucie. La blanchisseuse plus âgée l'écoute en silence, ses mains fortes continuant à frotter le linge. Quand Claire finit, Lucie dit simplement « Alors maintenant tu sais pour qui tu travailles vraiment ». Un silence. Puis, la question est « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Claire ne répond pas tout de suite. Elle pense à Benoît. Elle pense aux familles qui ont disparu dans la nuit. Elle pense à sa mère qui attend son salaire mensuel pour nourrir ses frères. Et elle dit « Dis-moi ce que je peux faire ». C'est ainsi que le réseau de Claire s'intensifie. Elle ne se contente plus de porter des rubans dans les ourlets. Elle commence à mémoriser des noms, des adresses, des horaires. Les femmes de la blanchisserie lui apprennent un code simple. Une couche pliée 3 fois signifie « danger immédiat ». 2 fois signifie « déplacer ce soir ». Un pli avec un coin replié indique un jour de la semaine. Mais Lucie est dure avec elle. Elle la teste constamment. « Tu es sûr que tu peux supporter ça ?» demande-t-elle un jour. Parce que si tu flanches, ce n'est pas seulement toi qui tomberas. Ce sont toutes celles qui t'ont fait confiance. Claire ne dit rien. Elle a peur, oui. Mais elle a aussi quelque chose de plus fort que la peur maintenant. Un but. Pour la première fois de sa vie, ce qu'elle fait compte vraiment. Les semaines passent. Claire développe une routine précise. Le lundi et le jeudi, elle va à la blanchisserie avec le panier de linge. Entre les draps et les serviettes, elle glisse parfois un message pour Lucie. Lucie y répond avec un pli dans un torchon, un nœud dans une ficelle. Dans la maison des Delorme, personne ne remarque rien. Armand continue de rire et de plaisanter. Madeleine continue de penser que donner un toit à Claire est déjà suffisamment généreux. Solange continue de lire ses livres en se sentant vaguement coupable, mais sans jamais agir. Seul le petit Pierre, le fils cadet de 8 ans, regarde parfois Claire avec curiosité. Un jour, il lui demande « Pourquoi tu ne souris jamais vraiment ?» Claire est surprise. Elle répond « Parce que je n'ai pas de raison de sourire, monsieur Pierre. » L'enfant réfléchit puis dit « Moi non plus. Je n'aime pas sourire quand papa me dit de le faire pour les visites. »
C'est un moment étrange de complicité. Claire se demande si cet enfant bourgeois comprend, d'une certaine manière, ce que c'est d'être invisible dans sa propre maison. Mais tout se complique quand l'officier allemand, le capitaine Müller, devient un visiteur régulier de la boulangerie. Il est grand, méticuleux, avec des yeux qui ne manquent rien. Il parle français avec un accent prononcé mais correct. Il pose des questions sur le quartier, sur les familles, sur les habitudes. Un après-midi, il croise Claire dans la cour alors qu'elle étend le linge. Il s'arrête, la regarde longuement, trop longuement, puis il dit en français « Vous travaillez dur, mademoiselle, c'est bien. » Le travail honnête est toujours récompensé. Claire baisse les yeux et murmure « Merci, monsieur ». Mais son cœur bat si fort qu'elle pense qu'il peut l'entendre. Quand Müller part, Armand apparaît et grogne. Ne traîne pas quand des visiteurs importants sont là. Ça fait désordre. Cette nuit-là, Lucie avertit Claire. Le réseau est surveillé. Une femme a été arrêtée à la blanchisserie. Sous interrogatoire, elle a peut-être parlé. Il faut être encore plus prudent. Mais c'est exactement à ce moment-là que Lucie remet à Claire le message le plus crucial. Une rafle massive est prévue pour la nuit du 18 mars dans le quartier où vivent plusieurs familles juives. Benoît doit être déplacé immédiatement. Pas demain. Aujourd'hui même. Claire rentre à la maison des Delorme avec le panier de linge et ce message brûlant caché dans une couche pliée 2 fois de plus que nécessaire. À l'intérieur, un petit dessin simple. Une maison avec un X. Le signal pour Madeleine. Déplacer l'enfant aujourd'hui, pas demain. Mais quand elle arrive, Armand est dans la cour. Il rit fort. Un de ses amis vient d'arriver avec une caméra allemande moderne, se vantant de pouvoir faire de belles photographies, même en ces temps difficiles. Armand a une idée. Faisons une photo de famille, pour montrer qu'ici, malgré tout, on vit bien. Claire comprend immédiatement le problème. Elle tient le panier avec le message pour Madeleine. Elle doit le lui remettre dans les prochaines minutes. Mais si elle refuse de participer à la photo, Armand se vexera, posera des questions. Si elle essaie de partir maintenant, cela attirera l'attention de Müller qui est encore dans la boulangerie adjacente. Elle est prise au piège, et le temps file. Dans quelques heures, il sera trop tard pour déplacer Benoît en toute sécurité. Armand crie à travers la cour. « Claire, viens ici. On fait une photo de famille. » Il rit encore. Pour montrer que chez nous, tout le monde est bien traité. Le photographe ajuste déjà son appareil. Pierre joue avec sa petite voiture en bois. Solange tient un livre contre sa poitrine, l'air mal à l'aise. Madeleine se place près de son mari, les mains croisées devant elle. Claire serre le panier contre sa hanche. À l'intérieur, entre les draps et les serviettes, la couche pliée 2 fois de trop contient le dessin. Une maison avec un X. Le signal que Benoît doit être déplacé aujourd'hui, avant la nuit. Dans son esprit, elle calcule. Il est 15h20. La rafle est prévue pour minuit. Madeleine doit avoir le temps de contacter quelqu'un, de préparer l'enfant, de le faire sortir de la maison sans éveiller les soupçons. Elle n'a pas le choix. Si elle refuse de participer à la photo, Armand la questionnera. Si elle pose le panier maintenant pour rejoindre la famille, elle ne pourra pas le remettre discrètement à Madeleine après. Il faut qu'elle reste avec le panier. Alors elle marche lentement vers le groupe, se plaçant à la gauche du cadre, presque au bord. Elle garde le panier contre elle. Le photographe fronce les sourcils. La domestique aussi. C'est inhabituel. Armand rit de nouveau. Bien sûr, pour montrer notre générosité. Il ne voit pas l'ironie cruelle de ses propres mots. Pour lui, c'est juste une blague innocente. Claire se positionne, le panier lourd pesant sur sa hanche déjà endolorie par des années de porter des charges. Elle ne regarde pas directement l'appareil. Elle regarde légèrement sur le côté, comme si elle était prête à partir. Parce qu'en réalité, elle est prête à partir. Dès que le flash explosera, elle devra trouver un moyen de remettre le message à Madeleine. Le photographe lève la main. Ne bougez plus. Claire sent son cœur battre dans sa gorge. Sans que personne ne le remarque, elle touche discrètement le bord de la couche pliée dans le panier. Juste un petit geste. Mais Madeleine, qui connaît maintenant les codes, comprend. Leurs yeux se croisent une fraction de seconde.
Un accord silencieux traverse la cour. Je vais le protéger. Le flash explose. La photographie est prise. Armand applaudit. Ravi. Le photographe commence à ranger son matériel. Claire s'éloigne immédiatement vers la cuisine. Le panier toujours contre elle. Madeleine la suit quelques secondes plus tard, feignant d'avoir besoin de quelque chose. Dans la pénombre de la cuisine, loin des regards, Claire sort la couche pliée et la tend à Madeleine. La femme plus âgée la déplie avec des mains tremblantes. Elle voit le dessin. Son visage devient pâle. « Aujourd'hui » murmure-t-elle. Claire hoche la tête. Avant la nuit, Madeleine cache la couche dans la poche de sa robe. Elle regarde Claire avec une expression complexe, reconnaissance, peur et quelque chose qui ressemble presque à de la honte. « Merci » dit-elle simplement. C'est la première fois qu'elle remercie vraiment Claire pour quelque chose. Ce soir-là, pendant que Claire lave la vaisselle dans la cuisine, elle entend des mouvements au-dessus d'elle. Madeleine monte au grenier. Des chuchotements. Des pas rapides. 1 heure plus tard, une amie de Madeleine arrive par la porte arrière. Claire ne voit pas Benoît partir, mais elle sait qu'il est parti. Elle continue de frotter les assiettes, les mains plongées dans l'eau froide, comme si de rien n'était. Cette nuit-là, à minuit précis, Claire entend des camions dans les rues voisines, des cris, des portes qu'on enfonce. Elle reste dans son lit étroit, les yeux ouverts dans le noir, comptant mentalement. Combien de familles, combien d'enfants? Elle ne le saura jamais exactement. Les rapports de la Gestapo archivés plus tard mentionneront 37 arrestations cette nuit-là dans le quartier. Benoît est en sécurité, mais Claire sait que ce n'est qu'une question de temps avant que le réseau soit découvert. Les arrestations à la blanchisserie se multiplient. L'inspecteur Carrel, le policier français opportuniste, commence à poser des questions. Il vient à la boulangerie, prétend acheter du pain, mais ses yeux suivent Claire chaque fois qu'elle traverse la cour. 3 jours après la photographie, le 21 mars 1943, Claire se rend à la blanchisserie comme d'habitude. Mais cette fois, en arrivant, elle voit des voitures de police garées devant. Son estomac se noue. Elle devrait faire demi-tour, partir en courant. Mais ses jambes continuent d'avancer, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. À l'intérieur, des policiers fouillant les paniers de linge. Ils ont trouvé des marques sur plusieurs tissus. Des noms sont notés. Lucie est là, debout, le visage fermé, les poings serrés. L'inspecteur Carrel voit Claire, il sourit, un sourire froid. Mademoiselle Duvaux, justement celle que je voulais voir. Claire pose son panier. Ses mains ne tremblent pas. Elle a peur, oui, une peur terrible qui lui tord l'estomac. Mais elle a aussi appris, ces derniers mois, à cacher ses émotions. C'est ce qu'elle fait depuis qu'elle est toute petite. Sourire quand on se moque d'elle, baisser les yeux quand on la rabaisse, faire comme si elle n'existait pas. « Nous avons des questions pour vous, » dit Carrel, « sur votre travail ici, sur les gens que vous connaissez. » Claire est emmenée au commissariat, pas dans les cellules, mais dans un bureau froid avec une table et 2 chaises. Carrel s'assoit en face d'elle. Un autre policier reste debout près de la porte. Les questions commencent. « Vous connaissez Lucie Moreau ?»« Oui. Vous lui parlez souvent ?»« Oui, nous parlons de linge. » « Que vous dit-elle exactement ?» Elle me montre comment mieux laver certains tissus. Les heures passent. L'interrogatoire n'est pas violent, mais il est glacial. Carrel pose les mêmes questions encore et encore, sous des formes différentes, cherchant les contradictions. Claire répète les mêmes réponses. Elle est fatiguée, elle a faim. Elle veut juste rentrer dans sa petite chambre sans fenêtre et dormir. Mais Carrel n'a pas fini. Il pose une feuille de papier devant elle. C'est une liste de noms. Nous savons que des informations ont circulé par cette blanchisserie, des avertissements sur des opérations de police. Comment ces informations sont-elles arrivées jusqu'ici? Claire regarde la liste. Elle reconnaît certains noms. Des familles qui ont évité les rafles. Des enfants qui ont été cachés à temps. Elle pense à Benoît. Si elle parle, si elle mentionne Madeleine, si elle révèle que les Delorme cachaient un enfant juif dans leur grenier, Armand tombera. Mais avec lui, Madeleine aussi. Et peut-être que Benoît sera retrouvé. C'est à ce moment que Claire fait un choix. Pas un choix héroïque de martyr, mais un choix calculé de survie. Elle dira une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Parfois, dit-elle lentement,
Les femmes à la blanchisserie me demandèrent de transmettre des messages oraux. Des choses simples. Dire à une voisine que sa sœur allait bien. Prévenir quelqu'un qu'un parent était malade. Je ne savais pas que c'était interdit. Elle joue l'ingénuité. La jeune fille de la campagne qui ne comprend pas vraiment la politique, qui obéit juste à ce qu'on lui demande. Elle ne mentionne aucun nom précis. Elle ne parle pas de Benoît. Elle ne dit rien sur Madeleine. Car elle n'est pas satisfaite, mais il n'a pas assez de preuves pour aller plus loin. Pour le capitaine Muller, qui supervise l'affaire, Claire n'est qu'une domestique impressionnable utilisée par des éléments subversifs. Elle ne vaut pas le travail d'un long procès, mais elle doit être punie quand même, pour montrer l'efficacité de la police, pour donner l'exemple. Le verdict tombe une semaine plus tard. Claire Duvaux est condamnée au service du travail obligatoire dans une ferme d'État dans une autre région de France. Ce n'est pas une déportation loin, mais c'est un arrachement du seul endroit où elle pouvait encore protéger quelqu'un. La veille de son départ, Claire monte une dernière fois au grenier, là où Benoît se cachait. L'espace est vide maintenant. Elle touche le mur où l'enfant s'appuyait. Elle se souvient de ses grands yeux, de son ourson usé, de la façon dont il murmurait « merci » quand elle lui apportait un morceau de pain. Elle lui avait promis, lors de leur dernier moment ensemble avant son déplacement, « Si je survis, je reviendrai un jour, ne serait-ce que pour voir si tu as grandi. » Le matin du départ de Claire, Solange assiste depuis la fenêtre de sa chambre. Elle voit la jeune domestique escortée par 2 policiers, un petit sac contenant toutes ses possessions à la main. Claire ne se retourne pas vers la maison. Elle marche droit devant elle, le dos raidi par quelque chose qui ressemble à de la dignité. C'est à ce moment précis que quelque chose se brise en Solange. Elle a 17 ans. Elle a regardé pendant des mois cette fille de son âge travailler comme une bête de somme. Elle l'a vue porter des paniers lourds qui courbaient en son dos. Elle a vu ses mains crevassées, ses vêtements usés, son visage fatigué. Et elle n'a rien fait. Elle a choisi le confort. Elle a choisi de ne pas voir. Mais maintenant, elle voit. Et elle ne peut plus détourner les yeux. Ce jour-là, Solange refuse d'aller à sa leçon de piano. Quand son père lui demande pourquoi, elle répond « Parce que Claire a été arrêtée pour avoir fait ce qui était juste, pendant que nous restons ici à faire comme si de rien n'était. » Armand devient rouge de colère. Cette fille a enfreint la loi. Elle a mis notre famille en danger. Pour la première fois de sa vie, Solange crie sur son père. Elle a sauvé Benoît. Elle a sauvé des dizaines de familles. Et toi, qu'est-ce que tu as fait à part collaborer avec eux pour protéger ta précieuse boulangerie? Le silence qui suit est lourd. Madeleine, debout près de la porte, a les larmes aux yeux. Pierre, le petit frère, regarde sa sœur avec des yeux ronds. Armand ne dit rien. Il sort de la pièce en claquant la porte. À partir de ce jour, quelque chose change dans la maison de Lorme. Solange commence à aider sa mère à protéger Benoît de manière plus active, même après que l'enfant ait été déplacé temporairement. Elle refuse d'aller aux réceptions, organisées par les amis collaborateurs de son père. Peu à peu, elle se rapproche de groupes de jeunes qui questionnent l'occupation. Pendant ce temps, à la blanchisserie, Lucie fait circuler discrètement la nouvelle. La domestique des Delorme a pris sur elle une grande partie de la culpabilité, pour que d'autres soient moins persécutés. Le nom de Claire commence à circuler comme un murmure de respect parmi les femmes du réseau. Mais pour Claire elle-même, il n'y a pas de reconnaissance, seulement la dureté quotidienne. La ferme d'État où elle est envoyée se trouve dans une région rurale à 200 km de Lyon. C'est un grand domaine réquisitionné par les autorités, où des dizaines de personnes condamnées au travail obligatoire sont forcées de travailler la terre. Les rapports de la Croix-Rouge de l'époque décrivent ces conditions. 12 heures de travail par jour, nourriture minimale, baraquement glacé en hiver. Claire dort dans un dortoir avec 20 autres femmes. Des lits superposés en métal, des couvertures trop fines. Le réveil à 5 heures du matin, même en hiver quand il fait encore nuit et que le gel mord les doigts. Le travail est épuisant. Labourer les champs, planter les pommes de terre, récolter le blé, porter des sacs de grains qui pèsent plus lourd que son propre corps. Ses mains, déjà abîmées par le travail de domestique, se couvrent de nouvelles plaies. Son dos, déjà endolori, commence à se courber de manière permanente.
Elle tombe malade plusieurs fois. Des bronchites qui la font tousser toute la nuit. Des fièvres qu'elle combat en travaillant quand même, parce que ne pas travailler signifie moins de nourriture. Elle perd du poids. Ses dents se fragilisent à cause de la malnutrition. Sa vue commence à baisser, mais elle survit. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Elle survit parce qu'elle n'a pas le choix. Elle survit parce que quelque part, au fond d'elle, elle veut tenir la promesse faite à Benoît, revenir un jour. Ne serait-ce que pour voir s'il a grandi. Les années passent. 1944, 1945. La guerre se termine enfin. Les nouvelles arrivent par bribes. Paris est libéré. Les Allemands reculent. L'armistice est signé. Mais pour Claire, la libération n'est pas immédiate. Il faut du temps pour que l'administration se réorganise. Il faut du temps pour que les personnes en travail obligatoire soient officiellement libérées et puissent rentrer chez elles. Quand enfin, à l'automne 1945, Claire reçoit l'autorisation de partir, elle a 24 ans mais en paraît 10 de plus. Son dos est voûté, ses mains sont déformées. Elle tousse souvent, une toux sèche qui ne part jamais vraiment. Elle reçoit une lettre de sa mère. Son père est rentré de captivité en Allemagne, mais il est changé. Il ne parle presque plus. Il reste assis des heures à regarder par la fenêtre. Les deux frères cadets de Claire ont grandi. Ils ne la reconnaîtraient probablement pas si elle revenait. Le village a survécu, dit la lettre, comme il a pu. Claire décide de ne pas retourner au village. Pas encore. Il y a quelque chose qu'elle doit faire d'abord. Elle doit retourner à Lyon. Elle doit savoir ce qui est arrivé à Benoît. Elle doit savoir si son sacrifice a servi à quelque chose. Le trajet de retour est long. Les trains sont bondés de personnes qui rentrent, qui cherchent des familles disparues, qui essaient de reconstruire des vies brisées. Claire voyage dans un wagon de 3e classe, debout la plupart du temps, serrée contre d'autres passagers aussi fatigués qu'elle. Quand elle arrive à Lyon, la ville a changé. Les affiches allemandes ont été arrachées. Les rues sont plus animées. Mais il y a aussi des plaques sur les murs, des listes de noms de morts, de disparus, des photos de visages qui ne reviendront jamais. Claire retourne dans le quartier où se trouvait la maison des Delorme. La boulangerie est toujours là, mais elle a changé de nom. Un écriteau indique qu'elle est maintenant sous « nouvelle administration ». Claire apprend par des voisins qu'Armand a été jugé par un comité d'épuration pour collaboration économique. Il a perdu une partie de ses biens. La maison reste debout, mais le nom de Delorme n'a plus le même éclat. Beaucoup de gens prétendent maintenant avoir toujours su, avoir toujours douté de lui. Claire cherche la blanchisserie où elle rencontrait Lucie. Elle la trouve, mais c'est une jeune femme qu'elle ne connaît pas qui travaille là maintenant. « Lucie Moreau ?» demande Claire. La jeune femme baisse les yeux. Elle est morte l'année dernière. Pneumonie. Un silence. C'était ma tante. Quelque chose se serre dans la poitrine de Claire. Lucie, la femme forte aux bras puissants, qui l'avait testée, poussée, protégée. Morte sans jamais voir la fin de la guerre. Morte sans reconnaissance. Elle parlait de vous, dit la jeune femme, la nièce de Lucie. Elle disait qu'une jeune domestique avait pris des risques énormes. Elle vous appelait la petite courageuse. Claire sent les larmes monter, mais elle les retient. Elle a pleuré tellement de fois seule, dans le noir, qu'elle ne sait plus comment pleurer devant quelqu'un. « Je cherche du travail », dit-elle simplement. « Je sais laver le linge. » La nièce de Lucie la regarde longuement. Elle voit le dos courbé, les mains déformées, le visage marqué par les années dures. Mais elle voit aussi quelque chose d'autre. Une force, une dignité qui n'a pas été brisée. « Ma tante a laissé un message », dit-elle. « Si une certaine Claire revenait un jour, elle devait avoir la moitié de cet espace. Elle montre la petite blanchisserie. On peut la partager si vous voulez. C'est ainsi que naît la blanchisserie Duvaux et Moreau. Pas un grand commerce. Juste un petit espace dans une rue adjacente à l'ancienne boulangerie. Elle lave le linge des mêmes types de familles qui autrefois traitaient Claire comme invisible. Mais maintenant, Claire est propriétaire. Elle signe des papiers. Elle prend des décisions. Elle a une chaise qui est la sienne. Les années passent lentement à Lyon. La ville se reconstruit. Les cicatrices de l'occupation restent, mais la vie reprend son cours.
Claire travaille à la blanchisserie, jour après jour. Elle lave le linge de familles bourgeoises qui parfois la reconnaissent, parfois non. Certains clients la traitent encore avec condescendance, comme si elle était toujours juste une domestique, même en sachant vaguement son passé. Elle ne se marie jamais. Elle n'a jamais d'enfant. Ces années où elle aurait pu choisir, elle les a passées à servir les Delorme, puis à survivre dans une ferme d'État. Maintenant, à 30 ans, puis 40, elle est trop fatiguée, trop marquée. Elle vit simplement. Une petite chambre au-dessus de la blanchisserie. Des repas simples, des vêtements rapièces qu'elle lave elle-même. Mais elle a quelque chose qu'elle n'avait jamais eu avant. La dignité d'être propriétaire de son propre travail. Chaque fois qu'elle signe un papier administratif et écrit « Blanchisserie Duvaux et Moreau, propriétaire », elle sent une petite victoire. Les problèmes de santé persistent. Son dos la fait souffrir constamment. Ses mains restent déformées, les articulations gonflées. La toux chronique ne part jamais complètement. Mais elle continue. Elle enseigne le métier à quelques jeunes apprentis, leur montrant avec patience comment reconnaître les tissus, comment doser le savon, comment plier proprement. Et parfois, tard le soir, quand la blanchisserie est fermée, elle plie des draps blancs avec une délicatesse particulière, comme si elle cherchait encore des messages invisibles dans les fibres. Benoît a survécu à la guerre. Claire l'apprend par hasard. Des années plus tard, en 1952. Il a maintenant 17 ans. Il a été caché dans différentes maisons jusqu'à la libération. Après la guerre, il a changé de ville, changé de nom de famille. Il essaie de construire une vie normale, de ne pas être réduit à l'identité de l'enfant caché. Quand il revient à Lyon pour la première fois depuis la guerre, il cherche Claire. Il la trouve dans la blanchisserie, en train de plier du linge. Il est grand maintenant, mince, avec des yeux qui portent encore l'ombre du grenier sombre où il se cachait. Ils se regardent en silence pendant un long moment. Puis Benoît dit simplement « Vous aviez raison, j'ai grandi ». Claire sourit, un vrai sourire pour la première fois depuis des années. « Oui, tu as grandi ». Il ne parle pas beaucoup. Benoît ne reste pas longtemps. C'est trop difficile pour lui de revenir dans cette ville qui porte trop de souvenirs. Mais avant de partir, il serre la main de Claire. « Merci », dit-il, « pour le pain, pour les messages, pour tout. » Puis il part. Claire ne le reverra plus. Mais cela suffit. Savoir qu'il a survécu, qu'il a une vie, cela suffit. Solange aussi a survécu. Elle est devenue professeure de lettres, comme elle en rêvait. Elle s'est mariée avec un homme dont le père est mort pour avoir refusé de collaborer. Elle enseigne maintenant dans un lycée de Lyon. Mais pendant des années, elle évite de parler de Claire. La culpabilité est trop forte. Elle se souvient de sa propre lâcheté, de ces mois où elle regardait sans agir. C'est seulement dans les années 1970 que quelque chose change. La mairie de Lyon organise une petite exposition sur la vie pendant l'occupation. Ils demandent à la population d'apporter de vieilles photographies. Madeleine, maintenant très âgée et veuve, fouille dans ses affaires et trouve la photo du patio de 1943. Celle où son mari riait, où sa fille tenait un livre, où son fils jouait et où la domestique tenait un panier de linge. Elle l'apporte aux archives municipales. Le fonctionnaire la remercie et écrit une légende simple. Famille de boulanger à Lyon, 1943. Aucune mention de la domestique. Aucun nom pour elle. Quelques semaines plus tard, Solange visite l'exposition avec ses élèves adolescents. C'est un projet scolaire sur la mémoire locale. Quand elle voit la photo agrandie sur le mur, presque grandeur nature, quelque chose la traverse. Elle s'arrête net. Ses élèves continuent, mais elle reste là, figée. Elle voit son père mort depuis 5 ans qui rit sur la photo. Elle se voit elle-même, 17 ans, tenant son livre, l'air mal à l'aise mais passive. Et elle voit Claire, à la marge, presque hors du cadre, tenant le panier avec cette couche pliée 2 fois de trop. Solange connaît maintenant ce que signifiait cette couche. Elle sait que ce jour-là, à ce moment précis, Claire portait un message qui a sauvé Benoît. Elle sait que 3 jours plus tard, Claire a été arrêtée. Elle sait tout. Et sur la légende, il n'y a même pas son nom. Ce soir-là, Solange cherche la blanchisserie Duvaux et Moreau. Elle la trouve toujours là, dans la même rue.
C'est maintenant principalement la nièce de Lucie qui s'en occupe, mais Claire est encore là, travaillant plus lentement mais présente. Elle a 52 ans et en paraît 70. Quand Claire voit Solange entrer, elle la reconnaît immédiatement. « Mademoiselle Solange », dit-elle par habitude. « Madame Duvaux », corrige Solange. Sa voix tremble. « Je viens de voir la photo. À l'exposition. » Claire hoche la tête. Elle sait de quelle photo Solange parle. « Votre nom n'est pas sur la légende », dit Solange. « C'est injuste. » Claire hausse les épaules. « Je n'ai jamais été sur les légendes. » Mais Solange secoue la tête. « Non, ça doit changer. Je vais utiliser ma position, mes contacts. Je vais faire en sorte que votre histoire soit racontée. » Claire la regarde longuement, puis elle dit doucement. « Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 30 ans quand vous m'avez vu partir escorter ?» Solange baisse les yeux. « Parce que j'étais lâche. Parce que j'ai choisi le confort. Parce que je n'ai rien fait quand j'aurais dû agir. » Elle relève les yeux et ils sont pleins de larmes. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux au moins faire ça. » Les mois suivants, Solange travaille avec acharnement. Elle utilise sa position de professeur, ses connexions avec l'administration locale. Elle interviewe Claire, recueille son témoignage. Elle retrouve des archives, les registraux de son arrestation, les documents du travail obligatoire, les témoignages d'autres femmes du réseau qui ont survécu. En 1976, la mairie accepte de changer la légende de la photographie. Pour la cérémonie de la nouvelle légende, une petite audience est réunie. Des habitants du quartier, quelques personnes âgées qui se souviennent de cette époque, des élèves de Solange. Au centre de la salle, la photo est accrochée. À côté, une nouvelle plaque en métal gravée « Famille Delorme et leur employé de maison Claire Duvaux, qui a aidé des réseaux de soutien clandestins. Lyon, 1943. » C'est simple, c'est court, mais c'est là, son nom est là. Solange est invitée à prendre la parole. Sa voix tremble, non par manque d'habitude de parler en public, mais parce que cette fois, elle ne parle pas d'un auteur lointain. Elle parle de la femme qui a lavé ses vêtements, qui a effacé les taches de son enfance, qui a porté des messages qu'elle-même n'a pas eu le courage de porter. Elle raconte, sans exagération, comment la domestique dormait dans une chambre sans fenêtre, comment elle montait et descendait les escaliers avec des paniers lourds, comment elle a été emmenée au travail forcé pendant que beaucoup faisaient semblant de ne pas voir. Puis elle pointe la dernière rangée. Et cette femme est ici avec nous aujourd'hui. Les présents se tournent pour regarder. Claire est assise discrètement à l'arrière, avec une robe simple, et ses mains déformées croisées sur ses genoux. Elle ne s'attendait pas à être appelée. Elle ne voulait pas être le centre de l'attention. Mais quand les gens se tournent pour la regarder, quelque chose change. Pour la première fois de sa vie, Claire n'est pas la domestique au bord du cadre. Elle est le centre. Pas d'un cadrage photographique, mais d'un cadrage humain. L'applaudissement commence lentement. Il grandit. Ce n'est pas un tonnerre cinématographique. C'est une reconnaissance sincère, tardive, imparfaite mais réelle. Claire ne sourit pas largement. Elle incline simplement la tête, discrètement, comme elle l'a toujours fait pour recevoir des ordres. Mais cette fois, c'est elle qui accepte ou refuse l'hommage. C'est elle qui choisit. Après la cérémonie, Claire passe devant la photo agrandie. Elle s'arrête. Elle regarde sa propre image figée en 1943, avec le panier lourd, la couche pliée 2 fois. Personne ne le voit, mais elle touche le verre avec ses doigts déformés. Un geste presque imperceptible, comme si elle ajustait mentalement le pli du tissu qui n'est plus là, mais qui a porté tant de vie en secret. Solange et Claire sortent ensemble. Il n'y a pas d'étreinte mélodramatique. Juste 2 femmes âgées qui marchent lentement dans les rues de Lyon. « Merci de m'avoir finalement vue, mademoiselle Solange, » dit Claire. « Merci de ne pas me haïr, madame Duvaux, » répond Solange. Ce n'est pas une fin heureuse de conte de fées. C'est une fin de justice tardive, de dignité reconquise, de mémoire qui a finalement une forme, un nom et une place. Claire Duvaux est morte en 1982, à l'âge de 61 ans. Sa blanchisserie a continué quelques années encore avant de fermer définitivement. La photographie, elle, n'est pas dans un musée. Elle est restée dans la famille.
Aujourd'hui, c'est la petite fille de Solange qui la garde précieusement dans un cadre simple, accroché dans son salon. Quand des visiteurs demandent qui sont ces personnes, elle raconte toujours en commençant par la femme au bord du cadre. « Celle-ci, dit-elle en pointant Claire, c'est celle qui a sauvé mon grand-oncle. C'est celle qui a porté des secrets dans du linge sale. C'est celle dont personne ne connaissait le nom pendant 30 ans. Et maintenant, quand on regarde cette photo, on ne voit plus une domestique invisible. On voit Claire Duvaux. On voit son courage. On voit sa dignité. Et c'est déjà, en soi, une forme de victoire. » Dans cette histoire fictionnelle dramatisée, Claire nous rappelle que même celle que l'on relègue au bord du cadre porte parfois la lumière la plus silencieuse. Son parcours nous montre qu'un geste discret peut traverser des décennies, qu'un courage humble peut sauver des vies, et que la dignité ne disparaît jamais vraiment. Elle attend simplement d'être reconnue. Et vous? Qu'est-ce que cette histoire vous fait sentir sur la loyauté, le sacrifice et la responsabilité morale? Avez-vous déjà été témoin d'un acte discret qui a tout changé pour quelqu'un? Quel souvenir de famille, quelle photographie ancienne vous a déjà fait réfléchir au poids des silences? Si vous êtes resté jusqu'au bout, écrivez en commentaire le mot « mémoire vive » pour que je sache que vous étiez là jusqu'à la dernière ligne. Dites-moi aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos parents ou grands-parents, un souvenir transmis ou une petite scène du passé. Qui sait, cela pourra peut-être inspirer une future narration sur la chaîne. Merci d'avance pour votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de partager autour de vous et de cliquer sur le prochain épisode dans le menu final. Votre soutien permet à ces récits humains, sensibles et nécessaires de continuer à exister.